pense que j'ai un ton qui est extrêmement assertif et péremptoire. Parce que, je sais pas, je parle comme ça et parce que je suis convaincue de mes idées, de ce que je fais, de ma passion et du truc. Et du coup, je pense qu'il y a un peu ce côté, elle a tout compris, elle nous prend un peu de haut. T'as besoin de dire, regardez comme je suis un peu badass. Putain, mais foutez-moi la paix, quoi. Moi, je vous dis pas de pas bosser 35 heures. Je vous dis juste que moi, je ne réfléchis pas comme ça et que je pense que pour achieve ce que j'ai envie d'achieve avec cette boîte, c'est pas en bossant 35 heures qu'on va y arriver. Et nous, on est des femmes et il y a pas assez d'investissement dans les femmes. Et nanana. Mais en fait, ce dont elles ne se rendent pas compte, c'est que plus t'es négatif sur un sujet, moins ça donne envie de monter des boîtes en étant une nana. T'as quand même sorti dans un podcast, on t'a posé la question, est-ce que tu serais prête à coucher pour réussir ? Et t'as dit, bah ouais, bien sûr. Oui. Non, mais tu te rends compte pour les féministes qui écoutent, c'est terrible, ouais. Et venant en plus d'une femme, ouais. Tu leur fous, hein, c'est un crachat à la gueule, hein, ce que tu leur fais là. Vas-y, fais. Et après on te donnera. Prouve-moi d'abord. Moi, j'avais fait une petite intro. Vas-y. Je sais pas si je te l'avais passé ou pas. Mais enfin... Non. Tu m'as posé que les questions où t'essayes de me piéger et de dire que des choses négatives. Non, mais généralement, je ne file jamais d'ailleurs mes questions aux invités, mais... C'est intéressant, mais moi j'ai regardé le truc de gens où tu lui poses quand même comment t'as retrouvé à qui, comment tu t'es retrouvé à qui, Matt, ces trucs professionnels. Moi, c'est que tes problèmes, ta personnalité. On a mis 500 000 personnes dans l'app, j'ai eu une carrière avant, tout ça, on en parle ou pas ? Si, on va en parler. C'est vrai ? Mais bon, non, Clara Gold, donc dans Off the Record, je suis très content que tu aies accepté mon invitation parce que tu me disais, j'ai mis un pantalon qui va faire venir des vues, qu'en fait, je t'en remercie. Mais c'est vrai que tu es un peu sorti du contexte, je n'ai pas du tout dit ça. Ça commence mal. Non, mais t'es un peu l'incarnation de l'excès. T'es une entrepreneur qui fait parler d'elle. Moi, je trouve ça génial. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de parler avec toi, parce que tu fais beaucoup parler de toi. On a beaucoup parlé de toi. On t'a vu dans pas mal de podcasts. Ouais. Chez Légende, chez Jocaris, etc. Et, ça fait deux. Ça fait deux. Tu lances une nouvelle start-up dans le domaine du dating, qui est un domaine qui est pas simple du tout. Ouais, très compliqué. Il y a un gros player qui s'appelle Tinder. Match Group. Ouais, Match même Group, plus quoi, Tinder, en fait. Match Group, ouais. Match Group. Et pourtant, même pas peur, toi t'y vas, tu te dis... souvent, quand t'as un gros player, c'est qu'il y a des choses à aller disrupter. Donc, donc tu vas tout changer. On va pas tout changer parce que je pense que, in fine, l'unique objectif, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc, le but est le même. Je pense que le moyen d'y arriver est extrêmement différent. C'est-à-dire qu'avant, c'était toi en tant qu'utilisateur qui devais faire toute la démarche, tout le travail avec une plateforme qui est assez inefficiente pour toi. Et nous, ce qu'on change, c'est qu'on crée une intelligence artificielle qui arrive à te connaître à un niveau de granularité qu'elle va beaucoup mieux curate les choses pour toi et t'apporter du contenu qui est déjà personnalisé. Et deuxièmement, et je pense que ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui n'a jamais été résolu, c'est comment est-ce qu'on aide les gens à mieux interagir. Parce qu'en fait, tu peux swiper pendant des heures et voir des gens qui te plaisent. In fine, les gens sont incapables de se parler en ligne parce qu'ils n'ont pas de contexte sur l'autre. Et ils savent pas quoi se dire. C'est horrible. Et surtout, briser la glace. Une phrase mal faite de perdre une opportunité. Combien de nanas j'ai interviewé qui disent « Attends, son accroche était naze. » Ouais, mais le mec, t'es génial, c'est pas grave. En fait, tu as une seule chance de faire, c'est terrible. Tu es discard en 1 seconde. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est avec cette IA qui, en plus, a une personnalité qui, je pense, est très marrante et très sassy, peut vraiment permettre aux gens, d'avoir beaucoup plus de contexte sur l'autre, donc de beaucoup plus donner sa chance à l'autre. Et deuxièmement, il n'y a plus qui doit faire l'accroche et machin, c'est qu'en fait, elle te dit, voilà, elle te met ensemble et maintenant, elle te dit, je vous ai tout donné, vous avez plus de raison de plus vous parler, quoi. Alors, c'est qui, Gigi ? C'est Clara, en fait, derrière ? C'est une sorte de... C'est toi parce que moi, je suis pas sur le marché, mais si j'avais à dater, j'aimerais bien, tu vois, avoir quelqu'un comme toi qui m'aide, quoi. Ça, c'est clair. Donc, tu l'as fait à ton image, cette Gigi, ou Je pense que tous les fondateurs buildent souvent des produits à leur image, donc je pense que j'ai mis beaucoup de moi. Gigi, c'est cette nana qui ose potentiellement ce que d'autres n'oseraient pas. Donc, elle va oser aller faire cette intro, elle va oser aller demander au mec le truc que t'oserais pas, elle va oser. C'est très toi, ça. C'est très, je pense que c'est très moi sur ça, surtout si ça peut aider les gens à, tu vois. Je pense que elle a un ton qui va
que là, de toute façon, elle va évoluer. Et de toute façon, elle parlera différemment en fonction de chaque utilisateur. Mais je pense que je lui ai donné ce tone of voice un peu sassy, un peu je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, qui en fait, elle met de l'awkwardness pour que les gens se sentent pas awkward, parce que c'est elle, tu vois, un peu la grande gueule. Et je pense que j'ai mis beaucoup de moi sur la passion, où en fait, j'ai envie... pas tant la passion, mais le côté, je veux que ce soit la pote que tu peux appeler à 2 du mat. À n'importe quelle heure, avec l'énergie à top à chaque fois. Je pense qu'elle a l'énergie c'est la meuf qui arrivera. Moi, j'ai des milliards de défauts, mais s'il y a un problème à solutionner, il faut enterrer un corps, je te jure, les gens, je pense, s'ils m'appellent. Et l'énergie, et te repumper, etc. Et même si je suis la première à avoir des énormes coups durs et à avoir besoin de ça, je pense que tu passes 1 heure avec moi, t'es censé ressortir, on verra dans 1 heure, avec plus d'énergie qu'avec laquelle t'es arrivé. Et je pense que c'est un de mes seuls super pouvoirs qui est je donne de l'énergie. Et ça m'en enlève pas. Mais moi, c'est pour ça que j'ai voulu te parler, parce que j'ai regardé tes interviews et j'ai eu ce feeling-là. Tu veux que je te donne de l'énergie? Donne-moi de l'énergie. Mais j'ai eu ce feeling en t'écoutant. Et en même temps, j'ai été très surpris de tout le bad buzz que ça a créé. Alors que moi, j'étais là. Cette fille est incroyable, elle a une énergie de malade. Elle tombe pas dans le cliché du oui, il y a pas assez de filles dans la tech. Rien à foutre de ça. Elle est là, elle fait, elle a un projet, elle est passionnée, elle croit à son projet, elle vient avec une vision, elle parle cash. Et je regarde les commentaires en fait sur les vidéos. Ouais. Et là, les gens disent mais c'est quoi cette mytho? Alors que moi, je te vois vraiment comme ce que j'aimerais être un rôle modèle d'entrepreneur féminin en France. Je pense que pour moi, tu incarnes vraiment ce truc-là. Et l'écho, il est partagé. Il y a aussi des gens qui trouvent ça génial. Je suis pas le seul à trouver ça top. Mais tu l'expliques comment, ce côté-là Tu sais que je me suis beaucoup posé la question parce que trop fort, quoi, en fait. Je me suis beaucoup posé la question parce qu'en fait, moi, je viens tellement de manière authentique et moi que j'avais pas anticipé. J'avais pas anticipé les passions ou les commentaires que ça allait déchaîner. Déjà, il y a un truc avec lequel j'ai envie de commencer, de dire, c'est que souvent les critiques sont en public et les commentaires positifs sont en privé. C'est-à-dire que moi, je lis les commentaires sous Legend, c'est beaucoup de négatifs. Et c'est vrai que j'ai reçu plein de beaux messages. Et j'essaye de me focus là-dessus, tu vois. Après, je lis les commentaires aussi pour comprendre. Je pense que c'est hyper important. Mais globalement, les gens qui prennent 5 minutes à écrire un commentaire de rage, un commentaire, c'est souvent des gens qui ont un truc négatif à dire. Bon, ça, c'est le premier truc. Tu sais, je vais te dire un truc là-dessus. C'est déteste-toi. C'est déteste ton prochain comme toi-même. Ouais, moi j'ai tellement pas de haine que du coup je me verrais tellement pas les commenter négativement. Mais bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je me suis beaucoup posé la question. Et je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fond et la forme. Sur la forme, je pense que j'ai un ton qui est extrêmement assertif et péremptoire. Mmh. Parce que, je sais pas, je parle comme ça et parce que je suis convaincue de mes idées, de ce que je fais, de ma passion et du truc. Et du coup, je pense qu'il y a un peu ce côté, elle a tout compris, elle nous prend un peu de haut. Et je pense que c'est qu'une question de plus de forme. Et en même temps, c'est ma manière de parler. Et c'est difficile de changer sa manière de parler. Ça, c'est le premier truc. Je pense que le deuxième truc, c'est le franglais. Qui a été. On a fait quelques-unes là. Ouais, mais de toute façon, c'est difficile. En fait, ce qui a été difficile, c'est que, tu vois, quand j'ai fait ce podcast avec Guillaume Play, ça faisait 1 an que j'étais revenue en France et j'ai vécu 10 ans à l'étranger. Et tu le sais, tu vis aux États-Unis. Moi, pendant 10 ans, j'ai peu parlé français et mon cerveau réfléchit plein de fois. En fait, j'arrive même, ça fait un peu la meuf. J'ai pas le mot en français, mais globalement, souvent, j'ai pas le mot en français. Et en fait, il y a 2 options. Soit tu te dis, attends, je fais l'effort de ne pas faire de franglais, et en fait, tu ralentis ton cerveau, tu ralentis tes idées. Soit, en fait, tu te dis, je suis désolée, et il y en a beaucoup qui détestent, parce que le problème du franglais, c'est que je pense que les gens se sentent pris de haut. De c'est qui cette conne qui revient des États-Unis et qui est même pas foutue de parler français. Donc ça, tu vois, ça, c'est la partie forme. Et je pense que la partie fond, et je le vois par rapport au message que j'ai reçu, et peut-être que je me trompe, mais comme je nourris je noie mon existentialisme et ma peur et mon angoisse de passer à côté de ma vie dans l'action. Moi, je fais trop. Et du coup, quand
t'écoutes l'histoire que je raconte sur un podcast en disant et je suis partie là et je suis partie en Asie Les et gens je fais croient pas. ci et je... Les gens croient pas. Alors de un, soit ils me croient et ils se disent putain elle fait tellement qu'en fait tu m'effaces peut-être à eux le moins de faire et donc encore une fois tu les mets face à Un leurs miroir. propres insécurités. C'est ça. Et deuxièmement, quand tu racontes trop, ouais, ils se disent c'est quoi cette mytho et qu'en plus t'aimes bien un peu le storytelling et que du coup tu racontes des histoires qui sont vraies mais d'une manière hyperbolique parce que Montaigne, tu lis l'essai de Montaigne qui te dit la beauté des histoires, c'est de les raconter en grande pompe. Et j'adore le storytelling. Les iPhones du Mexique, ça c'est... Les Ouais. gens, ils l'ont pas cru, quoi. Ouais. Alors que bon, ce que tu expliques, tu dis... il y avait 2 Apple Store au Ouais. Mexique, quoi, de toute façon. Donc, Oui, mais quand t'as pas le contexte. En fait, Ouais. le problème des podcasts aussi, c'est que tu cut un Reels et tu mets juste ça. Elle a acheté tous les iPhones Elle a du acheté tous les... Et puis en plus, les mecs qui font les podcasts, ils adorent les titres putaclic, donc ils vont te mettre machin. T'as pas de contexte, tu vois quelqu'un qui te dit j'ai acheté tous les iPhones du Mexique, tu te dis mais c'est qui cette mytho? Tu reprends de la perspective, tu donnes du contexte, tu dis on était dans cette stratégie-là, il y a un Apple Store au Mexique, on a acheté les 2000 iPhones qui sont en stock à l'Apple Store du Mexique, ça paraît beaucoup moins déconnant. En revanche, moi, ça me fait chier de te raconter une histoire et de te dire alors du coup, il y avait... Ouais, ça fait rêver personne. Ça fait rêver personne. Mais je le fais même pas pour faire rêver, parce que moi, peut-être je me raconte ma vie pour me donner un sens, mais ma vie, j'ai besoin de me la raconter de manière exceptionnelle. T'as besoin de dire, regardez comme je suis un peu badass, quoi, en fait, quoi. Je sais pas si c'est ça, parce que quand je te raconte les iPhones du Mexique, je me dis pas tiens, je vais le raconter comme ça les gens ils vont croire que je suis exceptionnelle. C'est je pense que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Tu sais, quand tu te retrouves chez toi avec des piles d'iPhone, etc. et que donc je pense que c'est comme ça que je le ressens. Mais encore une fois, peut-être que mon esprit a besoin de se mentir à lui-même et de se dire regarde, ta vie est exceptionnelle. Je le fais rarement, je raconte pas les choses pour les autres. Je réfléchis pas beaucoup avant de parler. Donc je me dis rarement, je vais dire ça, comme ça ils vont croire que. Je devrais peut-être plus réfléchir, ça m'éviterait quelques bad buzz, mais... Non, mais en France, on est drivé par Descartes, je pense, donc je suis. Et ce que toi, tu dis, c'est que toi, t'es dans l'action. Donc, t'es vraiment dans un modèle purement américain, just do it, quoi. Moi, Nike, je quoi. fais, donc je suis. Après, il y a plein de gens qui pensent très bien et qui les définissent aussi. Mais c'est pour ça que je pense qu'en fait, in fine, c'est ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, si t'écoutes, je te dis rarement je pense que. Je dis toujours j'ai fait. Ouais. Donc tu peux critiquer. En fait, c'est facile de critiquer la pensée. C'est comme assez difficile de critiquer les actions. Rappi, je suis arrivée, on était 15, la boîte valait 20 millions. Elle vient d'annoncer son IPO à 5,5 milliards l'année dernière. Et bon, tu peux dire ce que tu veux. Et j'ai levé avec Sequoia parce qu'il y a les fondateurs qui ont dit si t'investis pas sur Clara, t'es débile. Donc, mais je pense que j'ai fait quelque chose de bien, in fine. Ouais. Et tes actions, et d'ailleurs, Non, quand c'est tu lèves avec incroyable. des gros investisseurs qui font autant de due deal sur toi, qui font autant de rep check, t'es obligé de faire un truc bien parce que sinon, ils investissent pas sur ta gueule, quoi. Mais t'as levé avec aucun investisseur en France. Non, tout le monde m'a dit non. Tout le monde t'a dit non en France. Ouais. Et Sequoia, qui est le plus grand investisseur, un des plus grands investisseurs américains, lui, par contre, et c'est pas parce que tu connaissais un tel ou un tel, parce qu'ils ont dû faire... Je les connais, Sequoia. Tu peux pas, ouais. Non, il n'y a tu pas de passes, copinage, ouais. Quand tu passes au screening de Sequoia... Et puis, ils c'est savent tout sur l'unanimité toi, de quoi. tous les partenaires. Et tu passes en comité d'investissement, Ouais. et tu as tous les partenaires, et il faut que tout le monde soit d'accord Ouais. avec cet investissement. Et en revanche, là, il n'y a eu aucun problème. Ça a été l'unanimité de tous les partenaires. Il faut qu'on investisse sur cette fille. Bah, il y a eu aucun problème déjà parce que Sequoia avait fait la série A de Rappi. Mhm. Elle t'avait vu... Non, je connaissais pas la partenaire. En revanche, il savait ce que c'était Rappi et ce qu'on avait fait. Et je pense que rien que ça, en France, c'est top 10 boîte YC ever. Ouais. Et en France, tu dis Rappi, personne connaît. Et t'es early employé Rappi, normalement, ton seed round, tu dis juste bonjour. Tu sais, comme les mecs d'OpenAI aujourd'hui qui disent je parle d'OpenAI, on leur donne 100 millions. 1 milliard En fait, même. Rappi, ça a été exactement. Rappi, ça a été un peu pareil. Et comme Sequoia connaissait très très bien les fondateurs de Rappi et Rappi, je pense que ça a joué. Et deuxièmement, parce que les fonds américains sur du pré-seed, seed, c'est beaucoup plus prennent plus de risques, je pense. Et surtout, c'est beaucoup plus sur du storytelling de la vision et ce que tu vas créer que vraiment montre-moi ta rétention des sets, tu vois. Et les investisseurs français, tu les as tous vus? Je les ai tous vus. Tous? Ouais, je pense tous. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? À la base, c'était moi quand j'ai fait mon round en France, c'était pas encore du dating, c'était vraiment une IA avec qui tu parlais pour venir aller connecter les gens. Ils m'ont dit build un truc et reviens plus tard. Mais ils avaient potentiellement pas tort, tu vois. Ils m'ont dit tais-toi, arrête de parler, va builder et pourquoi pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et après je suis. Ouais, mais là tu vas pas revenir les voir. Ah bah non, je suis pas revenue du coup. Ouais. Ta volonté, c'était vraiment d'inspirer, quoi, de communiquer de l'énergie et de se dire, bah regardez,
moi, je suis une femme, je peux monter des trucs dans la tech. Alors tu m'entendras jamais dire moi je suis une femme. Ouais. Déjà. Ouais. Jamais. Ouais, oui. Parce que ça, et d'ailleurs, c'est le problème. À partir du moment où tu dis, moi, je suis une femme, tu te considères comme femme avant d'eux. Mais d'ailleurs, c'est le problématique de la tech. Tout le monde te dit, female founder. I'm a founder who happens to be female, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup ce truc. Moi, je pense que mon objectif, mon ambition, c'est juste de montrer que quand il y a un truc qui te transcende, whatever it takes, de contourner certaines règles, de dire ce que tu penses, de te battre pour ce en quoi tu crois, il faut le faire, tu vois. Et typiquement, tu vois, le bad buzz qu'on a eu sur l'histoire des, je sais pas si tu vois, des Franui et... Ah non. En gros, si tu veux, on a fait une vidéo très long story short avec ma stagiaire où j'ai dit les bonbons. Oui. Alors c'est des chocolats de framboise en de chocolat. Mais après le boss linking que j'ai écrit, c'est marrant. Explique-le parce que les gens peut-être ne savent pas ce qui s'est passé. C'est que dis-moi si j'ai tort. Moi, ce que j'ai compris de l'histoire, c'est que vous êtes parce que tu bosses dans une start-up et qu'une start-up c'est hyper intense. D'ailleurs, il faut pas aller bosser dans une start-up si tu veux faire du 9 to 5. Va pas bosser dans une start-up. Là, vous êtes en train de bosser sur un truc hyper chaud et il est tard et vous êtes encore au bureau. Et là, tu fais une vidéo, ta stagiaire est encore là, il est 1h du mat, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment l'histoire. D'accord. L'histoire, c'est les Franui. Je vais te raconter l'histoire originelle. Les Franui, c'est un produit argentin. Oui. D'accord. C'était le produit d'acquisition de Rappi. C'est pour ça qu'en plus, pour moi, la Madeleine de Proust, quand on a lancé l'Argentine, donc moi j'ai l'idée de l'expansion chez Rappi, on a lancé l'Argentine, on avait besoin d'un produit peu cher en acquisition qu'on pouvait offrir à des utilisateurs pour leur premier order. Et c'est avéré que c'était les Franui en Argentine, que ensuite Rappi a scalé dans toute l'Amérique latine et qui vient d'arriver en France. Moi, je vois les Franui qui arrivent en France, je suis comme une ouf. Je me dis, attends, c'était mon produit. Donc, incroyable. Le truc arrive en France, il est sold out de partout, il est viral sur TikTok, impossible de le trouver. Je finis par en acheter. Ma petite sœur qui venait le week-end, j'en achète pour 100 balles de Franui, je remplis le congélo du bureau. Et du coup, j'en ai plein. Et avec les filles, tu vois, au bureau, on se dit toujours comment on fait du contenu, en fait, des behind the scenes de la boîte. Et du coup, on se filme où je suis en train de lui offrir des Franui. Et on se dit, qu'est-ce qu'on met comme caption? Il faut une caption virale, parce qu'en fait, il te faut un hook, il te faut une caption pour que les vidéos deviennent virales. Et Flora, ma stagiaire qui est géniale, dit, mais qu'on a travaillé tard. Je lui dis, ok, elle me dit, ah non, attends, mets un truc vraiment où où ça va forcément devenir, dit qu'on a travaillé jusqu'à 2h du mat. Alors que c'était pas le cas. C'était pas du tout le cas. D'accord. Absolument pas le cas. Ça aurait pu arriver, don't get me wrong, genre, oui. Ça peut nous arriver d'arriver tard, etc. Ouais. Je pense que ça nous est jamais arrivé de terminer à 2h du mat, mais on met ça. Moi, je me souviens, je partais, j'allais en week-end chez ma sœur à Annecy, et je vois le truc, genre 10 000, 20 000, 100 000, 1 million, 2 millions, je vois que tout le monde nous reprend, etc. Ça devient, en tout, ça a fait 15-20 millions de vues, tu vois, avec tous les comptes. Ouais, énorme. Et moi, je comprends pas, parce que je me dis, attends, je leur ai dit juste, j'ai offert des Franui parce qu'on a bossé tard. What's wrong? Enfin, tu bosses en finance, tu termines tard, t'es en start-up, tout le monde bosse, ça nous arrive de terminer tard, genre, quel est le problème? Et donc là, je vois le truc, c'est illégal, c'est scandaleux, c'est machin, c'est truc. Et en fait, moi, ce qui a été compliqué, c'est que, déjà, j'ai ressenti de l'incompréhension, parce que moi, je suis là à faire une vidéo à la con avec une caption qu'on a trouvée en 4 secondes et je me retrouve à faire 20 millions de vues. Voilà. Deuxièmement, on nous shut down le compte TikTok, parce qu'il a été tellement report, bien sûr. C'est mon canal d'acquisition. Moi, tu me shut down mon canal d'acquisition. Donc, non seulement il laissait des commentaires négatifs et en plus, il reportait le compte. Ouais. D'accord, ok. Donc là, on se fait shut down le compte TikTok. Mais c'est dingue parce que tu vois cette cancel culture. C'est-à-dire qu'il y a un truc, bon, bah, ok, t'as filé des Franui à ta stagiaire. Moi, je considère que c'est dégueulasse, quoi, en fait. Et donc, je peux shut down ton business, quoi. Bah, après, moi, je trouve ça très bien que les plateformes aient aussi des trucs de modération automatique. Si t'es reporté. Pourquoi pas, tu vois, mais sur ce moment, je ressens un sentiment d'injustice qui est énorme, d'autant plus que, bon, moi, je suis amoureuse de mon équipe, mais les filles, tu vois, ça fait presque 1 an qu'elles sont là, elles sont plus en stage, elles sont en CDI, on a une relation qui est tellement incroyable, et on bosse dur, cela n'empêche rien, mais on est tellement passionnés par ce qu'on fait, etc., que putain, je vois le décalage entre la pauvre stagiaire, les gens lui disaient Flora, si tu te fais maltraiter, fais-nous un signe, l'esclavagisme moderne et tout. Et moi, je prends ça, je me dis, mais attendez, les gars, venez une journée avec nous au bureau, vous allez voir ce que c'est des gens qui savent pourquoi ils se lèvent le matin, qui sont passionnés, qui ont du sens et qui grandissent en tant qu'humains, tu vois.
Et donc, prise de ma flamme, j'ai créé un post LinkedIn où j'ai créé un truc qui a fait mouche, qui est j'emmerde le code du travail. Et j'emmerde le code du travail. Mais tu vois, c'est ton côté super provoque quand même. Ouais, mais en même temps, c'est mon côté, ma réflexion se passe comme ça. Moi, je me dis pas, oh là là, c'est illégal, je n'aurais pas dû. Je sais pas. Moi, je me dis, mais putain, mais j'emmerde le code. C'est ma manière de réfléchir. De toute façon, j'ai un rapport qui est violent au monde existentiel allez tous vous faire enculer, de toute façon j'arriverai toute seule et le monde est méchant. Faut pas t'empêcher quoi en fait quoi. Faut pas m'empêcher, surtout quand je sais que je fais les choses, c'est difficile de dire le terme bien, mais je sais qu'il y a derrière, et demain t'invites Flora, elle te dit, même elle était hors d'elle. Tu vois, les gens qui lui disaient j'ai appelé le prud'homme pour toi, on s'est dit qu'on allait prendre le prud'homme, il y a des journalistes qui qui ont appelé les filles pour avoir, et les filles, elles répondaient, elles disaient, je suis désolée, en vrai, tu fais fausse route, parce qu'on adore notre taf, on est ultra bien payés, oui, on bosse beaucoup, mais et on apprend plein de trucs. On apprend plein de choses, et tous nos potes détestent nos stages, et on est les seules meufs à adorer nos stages, tu vois. Donc j'écris ce fameux truc sur le code du travail, et en fait, bon, là, je prends la déferlée, tu vois, la déferlante, et en fait, je me suis posé la question, est-ce que si c'est à refaire, je le referais, et ce sera à refaire, je le réécrirais. Parce que ça veut pas dire j'emmerde les lois, il devrait pas y avoir de code du travail, il devrait pas y avoir de 35 heures. Moi, je m'en fous. Est-ce qu'il devrait y avoir des 35 heures, 35 heures, c'est des questions politiques, moi, je m'en branle. En revanche, ce que j'ai envie de crier au monde, c'est putain, si t'as un projet qui t'obsède, que tu montes avec des gens qui t'obsèdent, et que t'as envie de te défoncer pour, alors, pas, tu vois, encore une fois, pas en exploitant les gens et en les payant pas, etc., mais putain, mais foutez-moi la paix, quoi. Moi, je vous dis pas de pas bosser 35 heures. Je vous dis juste que moi, je ne réfléchis pas comme ça, et que je pense que pour achieve ce que j'ai envie d'achieve avec cette boîte, c'est pas en bossant 35 heures qu'on va y arriver. Oui, mais ça, c'est OK pour toi, mais est-ce que c'est OK pour les salariés? Alors, les Américains, ils ont réglé le problème en filant des stock options à tout le monde. Donc, mais je file des stock options à tout le monde. Donc, ces filles-là... Je paye 2 fois pour des stages, je sais pas s'il faut donner les chiffres, mais mes stagiaires, elles gagnaient 2300 € quand même pour des stagiaires, c'est quand même des très bons salaires. Donc là, elles ont des CDI payés extrêmement bien. Tout le monde a des stock options dans la boîte. Moi, si cette boîte réussit, tout le monde. T'as aussi des stocks. T'as des stock options, bien entendu. Mais surtout, en fait, je pense que parler d'horaire, c'est la mauvaise discussion. Moi, je m'en fous. T'arrives à quelle heure? Moi, je suis toujours la dernière à arriver au bureau, par exemple. Je suis pas du tout du matin. Ouais. Personne regarde l'heure à laquelle j'arrive, l'heure à laquelle je repars. Et toi non plus, par rapport aux salariés, tu t'en fous. Moi, ce que je veux, c'est de l'intensité des gens, c'est de la passion, c'est pas, et si tu veux à 17h partir un jour parce que on va se faire les ongles, tu vois, je m'en fous. En revanche, c'est de l'intensité. 35 heures, et d'ailleurs c'est intéressant parce que tu vois, j'ai onboardé là un nouvel associé dans le projet il y a quelques mois, qui est un mec génial, et tu vois, un mec 40 balais, 3 gosses, donc lui il a des impératifs d'horaire quand t'as 3 gosses, de vie, que moi je n'ai pas du tout. Et pendant un moment, je me souviens, les premières semaines, j'étais inquiète parce qu'en fait il doit partir à 18h. Et je me suis dit, putain, en fait, peut-être qu'on n'a pas la même intensité, quelle image ça va donner à l'équipe. Et en fait, j'ai commencé à avoir peur. Et ce qui était une peur infondée, tu vois. Et cet abruti, il a commencé à m'appeler tous les matins à 7h30. Il m'a dit, ah, tu m'emmerdes à 18h? Parce que lui, à 6h, il est réveillé avec les gamins. Et en fait, c'était marrant parce que c'était une manière de me dire, meuf, j'ai le même intensité que toi. Ouais. Je pars à 18h, je me reconnecte après, genre juste me fais pas chier avec les horaires. T'inquiète. On est dans le même bateau, on a la même mentalité. Et je pense que ça m'a vachement fait réfléchir là-dessus. Le discours, c'est pas 35 heures, c'est à quelle heure tu arrives, quelle heure tu pars, on s'en fout. C'est viens, on met de l'intensité, on met de l'intentionnalité dans ce qu'on fait. Est-ce que ça pose pas la question, justement, de savoir si la France est adaptée pour le modèle de start-up, quoi, où on a fait aussi croire aussi en France aux start-up même que work-life balance... qu'est-ce que tu en penses de ça, quoi? Une start-up, c'est high frequency, quoi. Il n'y a pas de medium frequency. Moi, j'ai l'habitude en tant qu'investisseur, quand j'appelle mes fondeurs et que je leur pose souvent la question comment ça va, et quand ils me disent bah tout va bien, quoi. Généralement, je suis très inquiet, quoi, parce que c'est pas possible dans une start-up. Si ça va pas mal, c'est que c'est comme au vélo, quoi. C'est-à-dire que si t'as pas mal aux jambes, ça veut dire que tu descends, quoi. Et en France, voilà, c'est de la douleur dont on parle, c'est de l'effort dont on parle. Et ça, on n'accepte pas qu'il puisse y avoir un effort parce que c'est immédiatement interprété comme une exploitation, quoi. Moi, je serais pas aussi généraliste, ça veut dire que moi, tous les start-upers, enfin, tous les gens que je connais qui montent des boîtes et tous les early employees, parce que c'est très différent d'être early employee dans une start-up et après d'être late, enfin, tu vois, plus late employee.
Et une startup qui grossit vite, en fait, très rapidement, elle se processise, etc. Tous les gens qui rejoignent une startup très early, ils ont cette intensité, ils comprennent. Et d'ailleurs, souvent, les erreurs de recrutement que tu fais au début, c'est quand toi, tu crois que la personne allait avoir la bonne intensité et que parfois, il croyait lui-même qu'il voulait cette intensité et qu'il ne la voulait pas. Parce qu'en vrai, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Moi, mon point, il est pas tout le monde doit être Clara Gold. Déjà, c'est pris. Deuxièmement, c'est pas très heureux au quotidien. Je suis pas la personne la plus épanouie du monde. Qu'est-ce qui est douloureux? Cette recherche de toujours plus, c'est terrible. C'est terrible parce que t'es jamais satisfait. T'es insatisfaite en permanence? Ouais, mais plus qu'insatisfaite, c'est trop léger, c'est comme mot. Je pense que tu te déçois en permanence. Ouais. Plusieurs fois par jour? Ah, bah, bien sûr. Ouais. Tu fais mais parce que tout, en fait, en plus, en tant qu'entrepreneur, c'est ça qui est terrible et c'est pour ça qu'on se dit quand on se rejoint entre nous un peu behind the scene, qu'on se dit on est vraiment des malades? Des masos, quoi. Parce que tu fais un truc où tu sais que 10 heures de ta journée, t'es face à l'échec. Ouais. Tu lances une vidéo, elle marche pas. Ton produit, tu le fais tester, c'est pas assez bien. Tout le monde te dit non, c'est dur. Et en même temps, t'as des wins internes de... t'as 10 personnes autour de toi qui se réveillent tous les matins et qui croient dans ce qu'on build en termes de team, et ça, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est... Moi, ce que je trouve difficile, c'est que mon sentiment d'existence et to be worth something, c'est basé sur ma réussite. Bon, on m'a dit, il faut être la meilleure, sinon t'es une merde. Qui c'est qui t'a dit ça? Je sais pas, je pense beaucoup, c'est l'éducation. Tes parents? Ouais. Je pense que c'est l'éducation et mais des trucs à la con. Ma mère qui m'avait dit, si t'as pas mention très bien au bac, tu seras la déception de ma vie. C'est des trucs à la con. C'est des problèmes de riches. Mais en fait, quand tu commences à internaliser ça... Et du coup, t'as eu mention très bien? J'ai eu mention très bien au bac. Mais du coup, tu vois, prépa... et grande école et puis en fait je suis à l'ESCP et puis je me dis c'est pas assez bien, il faut faire Sciences Po en plus, donc je repasse le concours de Sciences Po et puis après je pars au BCG parce que c'est le truc BCG, je m'en branlais moi du conseil. On m'a dit c'est le truc le plus dur à avoir. J'ai dit ah bon, attendez, je peux prouver que je peux plus travailler que tout le monde, que je peux être plus intelligente, etc. Et je suis dans ce besoin de prouver. Et en fait tu te dis jamais genre I'm enough, tu vois, genre c'est bon, tu as le droit de t'aimer. Et parfois, tu sais, quand je fais un peu des psychédéliques, etc., les choses que j'aime bien, je me prends un peu par la main, tu sais, dans ces moments de reconnexion avec toi-même, tu te dis c'est pas mal en fait. Ouais. Mais ça t'arrive jamais. Mais justement, parlons de ça, justement, de ces expériences un peu psychédéliques. T'en as parlé déjà, t'as fait ayahuasca. Bon, ça, mais ça c'est pas très. Enfin, il y a rien de récréatif là-dedans. Quoi. Zéro. Fait, Ah non. C'est clair que si tu veux t'envoyer en l'air avec des drogues, prends pas l'ayahuasca, quoi. D'accord. Ta démarche d'aller faire ayahuasca, donc on explique ce que c'est. C'est une herbe médicinale. Hein, c'est pas du tout une drogue. Hein. Souvent les gens présentent ça comme une drogue. Ça n'a rien d'une drogue. C'est utilisé par des populations en Amazonie pour soigner, quoi. C'est essentiellement. Soigner la sauf que ça devient très à la mode. Ouais. On en parle de plus en plus. Moi, celui qui m'en a parlé en premier, c'est mon pote Loïc Lemer, où il a changé sa vie complètement. Il est parti vivre au fin fond de l'Amazonie. Il est devenu chaman aussi. Il est devenu chaman. Ouais. Il en fait très régulièrement. Je pense qu'il les compte même plus. Il va même beaucoup plus loin que ça. Il fait d'autres trucs en Afrique maintenant, etc. Ouais, Libogar et compagnie. Ouais, exactement. Mais toi, tu t'es dit, il faut quand même qu'il y ait une question qui se pose sur toi, quoi, pour que tu te dises de faire ça. C'est pas par hasard. Tu t'es pas dit, tiens, je vais aller faire ayahuasca parce que c'est à la mode. En fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai quand même vécu 7 ans en Amérique latine où l'ayahuasca, j'ai pas envie de dire c'est comme dire je vais voir un psy en France, mais c'est tellement réputé, valorisé, c'est un peu le truc où on te dit tu veux aller soigner ton âme, tu veux aller aller travailler sur tes traumas, tu veux comprendre qui t'es vraiment, faire l'ayahuasca. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été pas du tout banalisé, mais qui est vraiment mis sur un piédestal. Et tu vois, la première personne qui m'en a parlé, c'était le CEO de Rappi Mexico, qui est devenu un très très bon ami à moi, que je respecte, que j'admire énormément. Et qui, lui, sa mère était chercheuse, donc vraiment en Amérique du Sud, sur l'effet des psychédéliques, sur le PTSD, les trucs post-traumatiques surtout. Et il me dit, toi, avec l'esprit que t'as, ça va te faire beaucoup de bien. Il m'a dit, ça va être incroyable. Il me dit, un jour, je sais que tu le feras. Donc il y a eu lui. Après, il y a le fondateur de Rappi, qui lui a perdu son père très jeune, qui a eu une vie quand même assez d'écorché vif.
et qui m'a dit, qui m'avait dit, j'ai fait de l'ayahuasca et ça m'a fait comprendre énormément de choses. Donc, tu vois, il y a ça qui s'insinue, c'est une sorte Oui, mais tu vois, d'inception. dans ces deux trucs-là, c'est des gens qui ont un trauma. Ouais. Et- Oh, mais moi, j'en ai plein, des traumas, t'inquiète. mais quand on t'écoute et Oui, mais parce que tu racontes pas tes traumas sur un la podcast. petite fille de Bourges, Ouais. c'est quoi le trauma alors? Tu as cherché quoi? Ouais, il y a plein de choses qui sont très personnelles, mais derrière les familles de Bourges, il y a des choses un peu plus compliquées. Et il y a beaucoup de violences qui, je pense, te façonnent quand t'es enfant, qui fait que la vie, elle est quand même moins facile après. Il fallait que tu règles ça. Ouais, je pense qu'il y avait plein de choses à régler Tu l'as sur fait ça. avec ta sœur en plus. Ouais, la deuxième fois. En gros, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est moi, on m'avait parlé de ça. Et j'avais jamais pris de drogue. Donc pour moi, j'avais quand même ce truc de putain, attends, ça a l'air. C'est des Attends. drogues. Ouais, tu prenais ça pour une drogue, quoi, au départ. Quand À on la t'a base, dit. ouais, on me dit tu tripes. Tu sais, en plus, c'est quand même une expérience qui est tellement forte. On te dit tu vomis, tu te chies dessus et tout. J'étais là en mode, wow, pas pour moi. Genre, non, pas pour moi. J'avais dû fumer un ouinge dans ma vie, c'est tout. Et en fait, je me sépare. Tu sais, moi, je suis partie en Amérique latine pour un mec, qui était un mec génial, qui est toujours un mec génial d'ailleurs. Et au bout de quelques années, on s'est séparés. Et j'ai eu cette espèce de besoin, tu vois, ça faisait déjà 5 ans que j'étais chez Rappi, et j'ai eu ce besoin de respirer, de partir, etc. Et je pars au Brésil avec un sac à dos, et je me dis, je travaille remote, et je me dis, I will figure it out. Et en fait, vraiment, tu vas me prendre pour une folle, mais je me retrouve aux chutes d'Iguaçu au Brésil, et je rencontre un trader de Bitcoin polonais. Truc qui t'inspire pas du tout confiance. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Et là, il me dit, je reviens d'une retraite d'ayahuasca qui est juste à côté, qui m'a changé la vie. Il y a une prochaine retraite dans 10 jours. Je ramène toute ma famille et on fait une thérapie familiale. Et je me dis, c'est un signe. C'était la même. Et là, on va me dire, la mytho, mais je m'en fous. C'était la même. Moi, les 5 premières années chez Rappi, j'ai pas pris de vacances. Il n'y avait pas trop ce concept de vacances chez Rappi. Tu bossais les week-ends, t'étais au bureau, Et là, tu prenais pas trop de vacances. Je prends des vacances et c'est 10 jours. Ouais. Ça Et tombe pile poil. je me dis, c'est un signe. En plus, l'ayahuasca, et je sais pas si un jour t'en feras, ou si Loïc t'en a parlé, mais c'est un peu ce qu'ils appellent un calling. C'est un truc qui t'appelle un peu et tu sais pas comment. Mhm. Mais à un moment, tu te dis genre, je sais pas, je sens que c'est le bon moment et les planètes s'alignent et voilà. Et en fait, je me suis retrouvée un peu par hasard à ce moment-là à faire ça. Avec cette famille de Polonais. Donc avec cette famille polonais et d'autres gens. Et une chamane exceptionnelle qui est en fait une psychologue argentine. Donc c'est une nana qui a développé vraiment une méthodologie. Elle a travaillé sur les pitiés, enfin elle a travaillé sur tous les le stress post-traumatique. Elle a une vraie méthodologie. C'est pas juste tu vas t'envoyer une cérémonie d'ayahuasca et tu reviens. Les gens parfois font ça un week-end et lundi ils sont au bureau. C'est 10 jours. T'as des workshops. T'arrêtes de manger avant. T'arrêtes de manger avant. Tu vois, t'as un vrai travail psychologique. Ouais. Et j'ai fait ça et ça a été incroyable. C'était très très dur. Parce que ce que je dis toujours, c'est que l'ayahuasca, c'est comme quand t'as une plaie, d'abord, il faut la désinfecter, et ça brûle. Alors, explique l'expérience pour ceux qui nous regardent et Ouais. qui savent pas comment ça se passe. Ouais. En fait, qui t'est arrivé, quoi? Ouais, t'es en groupe sous une palapa, sous une sorte de hutte en bois. Et c'est le soir, donc c'est toujours les cérémonies de nuit. Tu peux en faire de temps en temps de jour, mais globalement, c'est de nuit. Et en fait, chacun est sur son matelas. Et t'as ta dose de thé. Donc, c'est dégueulasse. Ce qui est horrible. C'est-à-dire qu'en plus, moi, je fais 5, du coup, c'est 10 jours et je fais une prise tous les 2 jours. Le dernier jour, juste l'odeur te donne la gerbe. C'est horrible. Je sais que ça va être horrible. C'est horrible, mais surtout, c'est ça qui est magnifique, c'est que la plante, elle a été construite pour ne pas devenir addictive. Personne n'est addict à l'ayahuasca, tu vois, c'est horrible. Et donc, on se ressent d'abord tous ensemble, chacun donne son intention, parce que c'est extrêmement intentionnel, les cérémonies, c'est voilà ce sur quoi j'ai envie d'aller travailler. Ensuite, la plante, elle t'emmène où elle a envie. Hein. Toi, tu peux dire, je veux aller là, elle te dit, attends, regarde le truc là sous le capot, en fait, celui-là, il est plus important. Et tu prends ton thé, et au bout de X minutes, heures, tu commences à triper. Et en fait, ce qui est vachement intéressant avec l'ayahuasca. Quand tu dis triper, c'est vraiment que t'es dans un état de conscience totalement altéré. C'est comme si t'étais. Hypnose? Alors moi, j'ai jamais fait d'hypnose parce que j'arrive pas trop à lâcher prise. mais c'est comme si t'étais dans un rêve où t'avais conscience que t'étais dans le rêve. Ah d'accord, un rêve éveillé. Un rêve éveillé. Okay. Où tu sais. En fait, c'est ça qui est magnifique avec l'ayahuasca et qui est différent de la DMT, de l'autre truc que j'ai fait, je t'en parlerai. C'est que t'as une conscience altérée, mais t'as quand même tu peux te lever, aller aux toilettes, par exemple. Et t'as conscience que t'as envie de faire pipi.
Ok. Et même quand tu tripes et que t'as vraiment des tripes du genre, tu te retrouves dans le placenta, enfin, tu vois, dans le ventre de ta mère et tu te vois triper, tu peux te faire ça et te dire, oh, je suis sous une palapa en train de triper, je suis en train de me faire du bien et quel bonheur. Donc, ce qui est magnifique, c'est que c'est pas en mode, putain, je me mets la tête à l'envers et j'ai fait un trip et je me rappelle de rien. Chacun a des trips différents. Moi, j'ai pas du tout de trip visuel, je me parle. Je parle beaucoup, les gens ont remarqué, mais je me parle pendant. Tu parles plus que quand tu parles normalement. Je ne m'arrête pas pendant 9 heures Et tu te parles à toi. non-stop. Je me parle à moi. Tu parles pas à des gens, Non, tu vois c'est pas. cette petite voix dans ma tête de tout et qui comprend. Et la beauté, et c'est très difficile à expliquer parce que c'est beaucoup d'ineffable en fait, mais je prends toujours ce parallèle de. Tu sais, t'aimes ta femme, tu le sais. Demain, elle meurt. Tu vas ressentir l'amour à un point. La différence entre le savoir et le ressentir avec ta conscience. Et c'est cette fameuse séparation entre ton cerveau limbial et ton précortex. Le précortex, c'est la parole et l'intellect et le limbial, c'est les émotions et les sentiments. Si je te dis pourquoi tu l'aimes, parce que. C'est indicible. Va expliquer pourquoi t'aimes ton mec ou t'aimes ta sûr, femme. C'est impossible. Je l'aime. Period. Je ressens de. Et l'ayahuasca, ça te réconcilie le précortex et le limbial. Ce que j'aime dire, c'est-à-dire que tu arrives à mettre des mots sur des émotions et tu arrives à comprendre des émotions. Et surtout, la beauté de la chose, c'est qu'il y a beaucoup de travail quand même sur l'enfance, parce qu'il y a beaucoup de traumas qui viennent de l'enfance. Et tu repars beaucoup dans des situations de l'enfance. Tu les revois, tu les revisualises Tu les revisualises ou tu les Encore une fois, moi, j'ai pas beaucoup de vision, mais... Tu te reposes avec ces questions. T'es dedans, tu comprends que t'es là, et tu peux retourner dans des situations traumatiques en étant ta personne aujourd'hui adulte et en te sauvant toi-même en étant enfant. Donc en fait, au lieu de travailler sur la conséquence de j'ai reçu de la violence dans ma vie et donc du coup maintenant je n'ai plus confiance en personne, et te dire ta psy elle te dit bon bah on va travailler sur le fait que t'as plus confiance en personne, avec de l'ayahuasca tu peux revenir dans les moments où t'as été violenté et te protéger toi-même et te dire oh, je peux avoir confiance en moi-même, c'est génial. Ah t'as vu, c'est bon, j'ai pas besoin de pas avoir confiance parce qu'il y a au moins une personne en qui j'avais confiance. Tu redonnes toute l'expérience que t'as acquise depuis tout ça au petit enfant qui lui ne l'avait pas, et donc tu permets à cet enfant-là de regarder ce truc-là avec tout ce que t'as appris depuis. Et toi le ciel t'aidera, hein. C'est ça, génial. tu retournes et tu t'aides toi-même et tu conscientises plein de choses. C'est parce que c'est pas que des traumas, tu vois. T'as compris quoi par exemple plein de choses. J'ai beaucoup pardonné des choses, beaucoup par rapport à de la violence. J'ai compris mon rapport aux hommes qui a pas toujours été très sain, qui était beaucoup dans la recherche de la reconnaissance et de prouvez-moi que j'existe à travers vos regards, tu vois. Donc, il a été un rapport qui était quand même très dans la séduction, dans le besoin de reconnaissance, qui était pas sain. Alors, c'est très bien de séduire quand ça vient d'un bon endroit, quand ça vient d'un endroit de j'ai l'impression d'exister parce qu'on a envie de me ken. Long story short. C'est rarement bien. Non. Donc ça, c'est fait qu'il m'aime, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, c'est fait qu'il m'aime. Alors que là, l'ayahuasca, tu te conscientises ton pouvoir et tu conscientises le fait que, attends, c'est un vrai pouvoir, ne va pas déjà... t'en as pas besoin, enfin, t'as pas besoin que ce soit les autres qui te prouvent que t'existes, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'ai travaillé quand t'as un peu un manque d'amour inconditionnel, j'ai eu des cérémonies où j'ai revu toutes les mères de substitution que j'ai eues dans ma vie et qui me donnaient de l'amour et je pouvais plus respirer tellement je recevais d'amour et j'ai ressenti pour la première fois, bien sûr. Respirer. Je pouvais pas respirer, mais je pense qu'il y a des moments où il y a des gens qui s'étouffent, il y a des gens qui machin parce que c'est l'expression physique en fait des peines morales, c'est tout la somatisation, enfin tu vois tout ce qui est psychosomatique. Et j'ai ressenti pour la première fois de ma vie l'amour inconditionnel, c'est incroyable. Mais quand on n'a pas eu, c'est fou. L'amour inconditionnel de qui ? De mère de substitution, tu vois. Ah d'accord, ok. Donc il y a plein de choses. J'ai beaucoup pensé justement à ce truc de loneliness où je me suis dit la vie n'a pas de sens, la vie n'a pas de sens. Et en fait, c'est des cérémonies qui sont très très longues. Donc pendant 1 heure, tu peux te répéter la vie n'a pas de sens, mais en fait, bien sûr, et d'avoir une crise existentielle. En plus, tout est amplifié. Donc qui te transperce le corps, l'âme et puis en fait, t'as toujours une résolution. Tu sais, tu t'abandonnes et là tu te dis mais en fait non, il y a les gens. Et il y a les émotions partagées avec les gens. Il y a les gens, mais chacun fait sa vie. D'accord. Chacun fait son trip, et parfois t'entends un peu les gens. Il y a des gens qui vont hurler tu vois, et quand je l'ai fait avec ma sœur, ça a été une expérience qui était géniale. Donc j'ai fait ça la première année, et moi ça a été vraiment transformationnel. Et ma sœur, je sais qu'elle avait aussi des traumas parce qu'on a eu la même enfance. Et l'année d'après, je lui ai dit, est-ce que tu me fais... Ma sœur, elle est dentiste à Annecy, donc tu vois le profil quand même rationnel. Moi, je suis la folle de la famille. Et vous êtes combien dans la famille ? On est 4 sœurs. D'accord. Waouh. Ouais. Wow. Des bombes. D'accord. Stars. Toutes fraîches. Toutes fraîches, je sais pas, mais toutes avec des grosses personnalités, toutes très différentes.
Ouais. Mais moi, mais très différente. Ma petite sœur, que j'aime plus que tout au monde, elle est Ça, inspectrice. c'était ta petite. Non, c'était ma grande sœur, mais ma Ouais. petite sœur, inspectrice d'impôts, elle a CFDT, donc t'imagines la grande ouais, sœur d'accord. capitaliste, Ok. le truc, donc on a des conversations intéressantes. Ouais. Et donc ma grande sœur, je lui ai dit, est-ce que tu me fais confiance, on part au Brésil, et donc je l'ai emmenée avec moi, et ça a été fascinant parce qu'en fait, t'as quand même un lien émotionnel qui est très fort pendant la cérémonie, donc ils mettent pas les gens qui se connaissent à côté, et je l'ai entendu à un moment hurler, et au fond de moi, donc j'étais consciente, tu vois, et j'ai souri. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je suis contente pour elle. Parce que je savais que quand, en fait, le moment où toute cette. T'es en train d'évacuer quelque chose, exactement. quoi. Ouais. C'est purgatoire. Et donc, t'as pas eu cet instinct d'aller la voir pour non, la rassurer. Tu sais qu'elle est safe. Ça va aller, quoi. Ah ouais. Bon, au contraire, je me dis, elle se fait du bien. Ouais. Non, t'ouvres les yeux, tu regardes, tu vois. Et ça, c'est bon. un truc que, bon, tu l'as fait combien de fois, là? Bah alors, j'ai fait 10 cérémonies en tout. Parce Wow. que j'ai fait 5 et 5. D'accord. C'est beaucoup. Donc, t'as fait 2 séances de 5, quoi. J'ai fait 2 sessions de 5. 2 sessions de 5. Ouais, 10 jours, 10 jours. Wow. Et tu penses le refaire? Ou là, c'est bon, t'as réglé le truc Ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui sont pas du tout réglées, hein. Ouais. Mais je ressens pas le besoin là maintenant de le faire. Mhm. Je pense qu'il y aura peut-être des moments de ma vie où j'aurai des choses à Et tu vraiment sais processer. que ça, c'est là et que tu peux Ouais. l'utiliser. Donc C'est maintenant, un tool. ça devient un outil dans ta... Exactement. Ouais. T'as l'outil de la psychanalyse, t'as l'outil de la méditation, t'as l'outil du sport et t'as l'outil ayahuasca qui est un shortcut, on va pas se mentir. C'est-à-dire que quand tu crées des connexions neuronales, enfin, tu vois, c'est chimique. Tu crées des connexions neuronales qui n'existaient pas pour arriver à fast-tracker des épiphanies que tu aurais peut-être eu dans des... Tu fais une méditation transcendantale où tu arrives à des niveaux de conscience qui sont incroyables comme les bouddhistes. Mais de façon plus rapide, quoi. C'est une De sorte façon plus rapide. C'est un fast track. C'est un cheat code, quoi. Ouais. Mais qui est violent quand même. Et c'est génial que tu en parles parce que c'est un sujet que j'aimerais beaucoup en parler et j'ai l'impression que on va se faire défoncer là tous les deux parce que c'est un sujet qu'en France qui est très tabou, quoi, en fait, Ouais. ce truc-là. Je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie absolument incroyable où des gens passent leur temps et leur pognon à déformer leur corps, quoi, tu vois, avec des liftings, à se refaire les seins, se faire des tattoos, faire des diets incroyables, du bodybuilding, à bouffer de la créatine. Modifier son corps définitivement n'est pas du tout tabou. Ça, c'est plutôt accepté par la société. Mais par contre, quand on dit d'aller déformer de façon temporaire son esprit l'espace de quelques heures, comme tu dis, et là, tout d'un coup, c'est tabou. Je pense que ça fait peur. Je pense que c'est la perte de contrôle qui fait peur. Ouais, je pense que la perte de conscience, la perte de contrôle, je pense que ça fait peur. Tu sais, tout est une question de storytelling, encore une fois, on y revient, mais il y a très peu de littérature sur l'ayahuasca. Et le peu de choses qu'il y a, on montre un peu que des gens qui vomissent et qui sont dans des transes terribles. Et je pense qu'il y a des gens... Ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas très envie. Le packaging est pas super. Exactement, alors que le produit est merveilleux, à utiliser de manière très encadrée, etc. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus en avance sur le fait qu'il y a vraiment des gens qui font des vraies recherches, qui ont des cliniques spécialisées. Il y a un très beau reportage sur Netflix. Je sais pas, How Mind Works, je sais plus comment ça s'appelle Je te mettrai les références. Qui parle beaucoup des psychédéliques, qui parle du LSD, T'as essayé etc. Ça Alors non, moi j'ai fait que de l'ayahuasca et de la DMT 5-MeO qui est le plus fort DMT, mais j'ai jamais fait de drogue récréationnelle. Enfin, tu vois, je fais ma ouinge de temps en temps, je vais pas mentir, tu vois, Non, mais c'est... quand je prends des champis, je le fais pas du tout en mode je vais en teuf et je me prends un carré de choco champi, comme beaucoup de gens. Je le fais en mode je prends une grosse dose, je suis avec mon mec, on le fait tous les deux de manière assez cérémoniale avec des intentions et on utilise ça, on en fait une fois par an de manière très très intentionnelle pour travailler sur nous. Donc je pense le packaging est pas bon et ça manque d'histoire. En fait, les gens, t'as beau dire, mais on est le peuple humain, on croit de ce que disent les gens. Hein. La Bible, la Torah, c'est parce qu'il y a des gens qui racontent des histoires. Et on sait que les religions ont façonné les esprits. Et je pense que, comme toute nouvelle religion, si t'as les bonnes personnes qui en parlent de la bonne manière, ça va. Si c'est mal raconté, ça fait peur. Donc j'espère que, sans faire de prosélytisme, parce que moi j'ai pas du tout envie de dire aux gens faites de l'ayahuasca, et d'ailleurs je le dis maintenant, ne me demandez pas, parce que après j'en ai parlé sur le podcast de Légende, j'ai reçu des centaines de DM sur dis-moi l'endroit où tu l'as fait, et je ne réponds pas parce qu'en fait
C'est un truc qui est très personnel. C'est un truc Débrouille-toi. que c'est débrouille-toi, fais le truc qui te correspond. C'est un truc qui est très, très personnel. Donc, je ne recommanderais pas. Et je dirais pas aux gens d'en faire, à part ma grande sœur, parce que je sais que ça allait changer beaucoup de choses et je pense que ça l'a beaucoup aidé. Et Burning Man? Jamais fait. Ça t'intéresse? Je pense que en fait, je suis un peu conne là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est une semaine dans le désert avec pas de règles. Moi, le truc on crée un monde. Je pense que tu kifferais le truc. Hein. Ouais, je pense que je kifferais le truc. Je pense que la semaine il y a plus d'argent, c'est que du troc, il y a pas de règles, le corps a une vision différente, les orgies sont acceptées parce qu'en fait, il y a plus cette censure de la société, du tabou, du machin. Et tu peux, le rapport à l'humain est transcendé et tu peux être pote avec tout le monde. Et ça me fascine. Le côté très bling bling, machin, m'emmerde. Et le côté, en fait, c'est con, mais je voulais le faire il y a 2 ans et en fait, je suis partie en levée de fonds. L'année dernière, j'étais déjà en train de monter la boîte et en fait, on se rend pas compte, mais la préparation du truc, l'investissement qu'il y a. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes d'ailleurs. Ouais. C'est beaucoup de regards, c'est pas un truc que tu fais sur un coup de tête Exactement. non plus. Ça demande à se préparer. Et si t'y vas, et moi, ça m'intéresse pas de le faire en mode vous me préparez tout et je paye et j'y vais. Je vais dans un camp et je paye 2000 balles et voilà. Je pense que c'est une vraie expérience. Et là, en vrai, je monte une boîte et t'as pas le temps. Et spoiler, je fais que bosser. Ouais. Donc, j'ai pas pris de vacances depuis que j'ai commencé, tu vois. Donc, très honnêtement, tu devrais essayer. Je pense que tu kifferais vraiment le truc. Je pense que ça peut être intéressant, ouais. En fait, tu te dis, moi j'y suis allé plusieurs fois et maintenant c'est devenu un rendez-vous. C'est-à-dire que ces gens-là, j'ai l'impression que j'ai besoin d'aller les voir parce que je me dis, mais vous étiez où? Moi j'ai eu énormément de mal, j'ai eu aucun mal à rentrer dans le confinement. Le côté cocon, j'ai adoré. Enfin, plus personne me fait chier, je peux prendre mes bouquins, lire mes trucs, faire ma musique, etc. Et j'ai adoré cette période de Covid où j'ai pu me retrouver avec moi-même et avec ma famille. Quand t'es bien avec toi-même, c'est bien de se retrouver avec toi-même. Quand t'es pas bien avec toi-même, c'est douloureux. Et la sortie du Covid a été très, très compliquée. J'ai eu beaucoup de mal à me resocialiser parce que dans cette période-là, je me suis dit, mais en fait, j'étais tellement bien qu'en fait, les gens sont des cons. L'enfer, c'est les autres, quoi, comme disait Sartre. Et j'ai eu du mal Ça dépend des gens. Ouais. En fait, le problème, c'est que l'enfer, c'est les autres, sauf quand t'as trouvé tes autres à toi. Exactement. Mais je les ai pas. Quand t'as tes autres, la vie prend du sens. Et quand je suis allé à Burning Man, j'ai eu ce sentiment de me dire, waouh, en fait, vous m'avez manqué. Et vous étiez où, quoi? Ouais, mais tu vois, tu sais ce que je trouve dommage dans Burning Man, j'ai l'impression que c'est s'octroyer pendant 1 semaine, 2 semaines, une vie intentionnelle de connexion avec les autres où il n'y a pas de règles et de voir ça comme une espèce de parenthèse de vie et de se dire que le reste de la vie, c'est des règles auxquelles tu n'adhères pas, c'est une absence totale de liberté. Et moi, en fait, ça me foutrait une angoisse de me dire, en fait, j'ai envie que Burning Man, entre guillemets, ce soit tous les jours. Tous les jours. Oui, complètement. Mais tu sais, c'est ça qui est intéressant, et moi, ce que j'adore avec ce truc de joueur personnage. C'est pour ça, d'ailleurs, je fais beaucoup de contenu pour Gigi et j'incarne Gigi avec une perruque rose. Qui me fascine parce que alors en ce moment, mon délire, c'est d'incarner Gigi et ChatGPT. Ouais. Je fais parler les IA entre elles, et en plus, parce que pour moi, Gigi, c'est la meuf de ChatGPT. Ouais. ChatGPT, c'est le papa rationnel qui te donne les trucs. Et puis c'est un mec, quoi. Et c'est un mec. C'est clair. Et Gigi, c'est la mère un peu fantasque qui, elle, comprend plus l'émotionnel. Et tu vois, donc il y a un vrai monde dans lequel je pense qu'il y aura ChatGPT et Gigi un jour. Et cette perruque, ces soirées costumées, se jouer un personnage, en fait, c'est extrêmement libérateur. Avatar. C'est David Bowie. Ouais. C'est libérateur. C'est Guitar Dust. Ça te permet de faire des choses que tu ne pourrais jamais faire. Et quand tu me dis c'est quoi Gigi, est-ce que c'est moi j'ai envie de te dire, Gigi, c'est 2 choses. C'est un truc très tangible c'est une app avec une IA qui va permettre aux gens de mieux se rencontrer, etc. Mais quand tu le prends au sens figuré, c'est la petite voix au fond de toi qui, elle a la perruque, elle s'en fout. Ouais. Elle a son nom de scène et elle ose. C'est le culot. C'est toutes ces opportunités manquées qu'elle ne va pas te laisser te manquer parce qu'elle va oser aller voir ce mec que tu as vu. Ouais. Et je pense que dans tout le discours que moi j'ai envie de partager aux gens, c'est nos propres limites. Enfin, tu vois, nos limites qu'on se met nous-mêmes nous font manquer tellement, tu vois, de louper tellement d'opportunités. Et Gigi, c'est ton Jiminy Cricket qui te dit hey, you should do that, tu vois, genre attends, regarde ça, tu devrais faire ça, mais non t'inquiète, t'es une bombe, on s'en branle que t'aies de la cellulite. Allez, moi aussi j'en ai de la cellulite, on s'en fout. Ouais. Et on a tous besoin, si tu regardes les histoires qui ont été racontées, il y a un truc dans la littérature qui s'appelle le Hero's Journey. Et le Hero's Journey, c'est que tous les plus grands héros
ont toujours eu de l'aide d'un guide. Ouais. Fredon, il a, bon, je suis pas une grande fan je suis pas une grande connaisseuse de Seigneur des Anneaux, mais Fredon, il a ses copains, voilà. Voilà. Et tout le monde a un guide. Et je me dis à quel point, en fait, maintenant ChatGPT, je pense que c'est vachement imposé comme le guide de plein de choses. Et je pense que dans les relations, t'as besoin de cette folie. Et il y a une meuf qui s'appelle Marie Saint-Filtre, je sais pas si tu vois qui c'est, que j'adore. Ouais, bien sûr. Parce qu'elle défend ce culot, ce lâcher prise. Et c'est quand la dernière fois que t'as eu l'impression de vivre sans qu'on te regarde? C'est quand la dernière fois où t'as pas été trop self-conscious. Et moi, je pense que j'ai un truc où je me prends très au sérieux et en même temps pas très au sérieux, où je vais faire la conne et je m'en fous. Tu sais, en fait, ce qui est rare chez toi, c'est que moi, il y a très peu de gens de ta génération qui prennent ce risque-là parce qu'ils sont en train de fabriquer quelque chose. Donc, ils pensent qu'ils ont quelque chose à stake et que en prenant ce risque-là, ils peuvent peut-être mettre en péril quelque chose qu'ils sont en train de construire. Et donc, tu as ce franc-parler, et je te l'ai dit quand je t'ai interrogé, je t'ai dit, t'es cash, mais moi, je suis hyper cash dans mon podcast, et jamais personne me défonce, parce qu'en fait, j'ai plus d'agenda. Tu vois, moi, c'est bon, je suis sur la deuxième partie de la colline. C'est facile de prendre des risques, d'être détesté Bien sûr. quand t'as rien à... Je sais pas si j'aurais pris ces mêmes risques, si j'aurais eu ce même franc-parler quand j'avais 20, 30 ans, je sais pas certain, quoi, tu vois. Alors, j'ai 33 ans quand même, je suis vieille. Tu vieillis, mais... Je vieillis. Ouais. Non, tu sais que c'est une question que je me suis posée parce que quand on a fait le bad buzz des Franuits, on a quand même eu du backlash énorme sur les réseaux, alors que les réseaux, c'est quand même mon canal d'acquisition. Et deuxièmement, on travaille quand même avec pas mal d'influenceuses qui ont commencé à dire « Attends, moi, j'ai pas trop envie d'être associée à ça. » Et il y a un moment où je me suis dit putain, moi, mon unique objectif en tant que CEO de la boîte, c'est d'être un plus, c'est pas d'être un moins. Moi, si je drag down the company, I'm failing. Et je me suis beaucoup posé la question. Et en même temps, je me dis... tu vois, c'est moi, je peux pas faire autrement. Je pense que ça a eu plein d'effets positifs aussi. C'est pour ça que ce sera à faire, je referai. Mais en fait, si je prends pas le risque d'être moi-même maintenant, je prendrai le risque d'être moi, quoi. Quand j'aurai réussi. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est un peu... rien à foutre à ce moment-là. Ouais, mais en fait, le truc qui est terrible, et en ce moment, c'est marrant parce que je parle énormément avec des nanas de 20, 24 ans. Parce que je pense que je me retrouve vachement dans... Je sais pas, parce que c'est ma target, mais aussi parce que j'ai l'impression d'être 10 ans en avance et que j'ai parfois un peu envie de leur dire, regarde moi les erreurs ou les trucs et de leur montrer un peu ce que j'ai fait. Et je vois souvent ce discours qui se répète, qui est alors d'abord je veux faire comme on m'a dit qu'il fallait faire pour checker les box et après je serai moi. Alors moi j'adore faire du contenu, mais on m'a dit qu'il fallait bosser chez Chanel parce que du coup j'aurais une bonne carrière plutôt que de faire ce que t'aimes. Et en fait, tu vois, moi, s'il y a un truc que je leur dis d'ailleurs, moi je leur dis pas d'être Clara Gold. Ce que je leur dis, c'est trouve ce qui fait que t'es... Ta passion. C'est quoi ton spike ? Tu vois, c'est quoi qui fait que t'es top 0,1% dans un truc et qui te passionne et que quand il est 2h du mat et que tu le fais encore, tu t'es pas rendu compte qu'il était 2h du mat ? Fais ça et arrête de te dire oui, alors on va me dire oui, c'est facile parce que moi j'ai déjà fait grande école et BCG et machin, donc oui, peut-être que c'est du coup facile. Mais je me dis, putain, quand tu trouves qui t'es toi et attends pas d'avoir réussi, parce que moi, breaking news, hein, si j'attendais de réussir pour commencer à être moi, on serait mal barré. J'ai 33 ans, je n'ai pas du tout réussi. Quel enfer de vivre une vie d'attente d'être soi. Aux États-Unis, ils disent c'est pas be successful, c'est be a success. Ce qui est très différent, quoi. C'est-à-dire, comporte-toi comme si tu étais déjà un succès, peu importe si tu as déjà eu le résultat de ce succès-là, quoi, en fait, mais comporte-toi. Moi, je dirais même pas ça, tu vois, parce que je pense que je me comporte pas comme si j'avais déjà eu un succès. Je me comporte comme moi, mes valeurs. Tu sais, je suis alignée avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, et je me travestis pas. Et si ça veut dire être un peu grande gueule, bah, je suis un peu grande gueule. Si ça veut dire j'emmerde le code du travail, parce qu'en fait, c'est ma manière de m'exprimer, de dire moi, je suis passionnée, nanana, et moi, je m'en fous de ces règles. Et moi, les règles, ça me... T'as quand même sorti dans un podcast, on t'a posé la question, est-ce que tu serais prête à coucher pour réussir ? Et t'as dit, bah ouais, bien sûr. Ouais, alors après, j'ai dit autre chose aussi. Alors, oui. Non, mais tu te rends compte pour les féministes qui écoutent, c'est terrible, ouais. Et venant en plus d'une femme, ouais. Et tu leur fous, hein, c'est un crachat à la gueule, hein, ce que tu leur fais là, quoi, en fait. Je sais pas, parce que moi, ce que je disais quand Harold m'a posé cette question, c'était
si je construis un truc qui commence à marcher avec des gens qui sont dans le projet et j'ai envie que ça marche, et que le last resort solution, c'est-à-dire que j'ai tout essayé, nanana, enfin, et j'ai confiance en moi pour ne jamais avoir à faire ça, tu vois. Dans cette situation, bien sûr. Mais qu'on me dit, mais moi j'ai un problème de riche parce que c'est si je devais sauver ma boîte. Mais demain on me dit je tue tes gosses ou tu couches, mais demain je couche, tu vois, je m'en fous. Donc c'était un peu ça de est-ce que je serais prête à coucher pour réussir ou pour faire un truc qui inexorablement si je ne le fais pas va fail, oui. Parce que c'est de l'antiféminisme, je pense pas, tu vois. Je pense que n'importe quelle mère se sacrifierait pour ses gamins, et là, on a pris le truc de coucher pour réussir. Mais en fait, moi, je le vois d'une manière beaucoup plus... Est-ce que je serais prête à tout pour que ce qui m'obsède, oui, tenter. Enfin, si, et seulement si, ça ne harm personne, si ça ne fait du mal à personne. Ouais. Y compris toi. Ah non, bah non. Moi, je compte pas. Tu comptes pas, toi. Bah non. C'est sacrificiel. Je sais pas, mais en tout cas... j'y pense même pas. Moi, si demain la boîte, il faut tout donner. Enfin, si t'es entrepreneur, le premier qui se sacrifie, ouais, c'est toi, quoi. Ouais. Mais c'est pas être anti-féministe, je pense pas. Tu les vois comment, les féministes aujourd'hui? Women in Tech, et tous ces trucs-là. Tu vis ça comment, toi? C'est pas trop mon truc. J'imagine. Ouais, je m'identifie pas. Après, moi, je respecte les initiatives de tout le monde, tu vois. Mais en fait, tu vois, ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est, je pense qu'à partir du moment où t'es woman in tech au lieu de founder in tech, déjà t'as perdu. Ouais. Parce qu'en fait, moi, not a female, c'est réducteur. C'est-à-dire que t'es une femme avant d'être n'importe quoi. Moi, ça me branle, comme diraient mes stagiaires. Ouais, je parle comme une Gen Z de 22 ans. Non, ça m'intéresse pas. Et puis, enfin, c'est pas comme ça que moi je définis les choses. Et je pense surtout qu'il y a un discours qui est très peu productif c'est un discours qui est très victimisant. Ouais. Sur et nous on est des femmes et il y a pas assez d'investissement dans les femmes et nanana. Mais en fait, ce dont elles ne se rendent pas compte, c'est que plus t'es négatif sur un sujet, moins ça donne envie de monter des boîtes en étant une nana. Et tu vois, je vois, il y a Sifted qui passe sa vie à écrire des articles sur il y a pas assez d'investissement dans les femmes. T'as Sista qui te dit c'est dramatique, nanana. Moi, demain, je suis une gonzesse de 19 ans. Je me dis, il y a pas trop de femmes entrepreneurs. Puis en plus, tout ce que je lis dans la presse, c'est négatif. Je te dis que je monte pas une boîte. Donc moi, ce que j'ai envie, est-ce que il y a moins d'investissement dans les femmes? Oui, mais parce que les femmes, pas parce que les VC sont des abrutis. Un peu, parfois. Mais pas, voilà. Mais globalement, je pense pas. Aujourd'hui, les bons VC, pas du tout, tu vois. Si t'as un bon projet, tu vas trouver déjà devant. Et puis en plus, ils ont la pression de leur LP d'avoir une meuf CEO, c'est chambé. Hein. Eux, ils adorent. Donc autant te dire que moi, on me brandit sur un, tu vois. Bien sûr, on adore. Donc non, je pense que d'ailleurs, c'est plus du tout l'ordre du jour. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le plus grand avantage d'être une nana. Et moi, j'ai envie d'aller montrer aux nanas de 19, 20 ans, 16 ans, ce que tu veux, putain, être une nana, c'est chambé, ça change absolument rien. De toute façon, on s'en fout que tu sois une gonzesse. Build des boîtes, fais ce qui te passionne. Et en plus, moi, je pense que ce que personne ne met en exergue, c'est qu'aujourd'hui, la ressource la plus rare, c'est pas l'argent, c'est pas le temps, c'est l'attention dans le monde dans lequel on vit. Et by default, les gonzesses, elles ont plus d'attention par le physique, parce que d'abord, tu t'exprimes au monde par ton physique et ensuite par ce que t'as à dire. Et tu vois, moi, quand je suis chez Rappi et que on fait la levée de 1 milliard avec SoftBank et je me retrouve dans une salle avec 9 mecs, bon bah, j'ai plus d'attention que tout le monde. Ouais. Pour les bonnes, mauvaises raisons, en fait, tu t'en fous un peu. Prends l'attention, peu importe les intentions, et juste fais-en un truc qui est génial. Peut-être qu'au début, ils se disent, putain, c'est qui la gonzesse mignonne? Puis après, ils se disent, putain, elle lit de la gauche, et les mecs, ils ont mis 170 millions de personnes dans une app, et c'est the fastest growing company ever. Ok, chapeau. Mais comment on fait quand on n'est pas mignonne? Je pense que... Quand on se pense pas mignonne aussi. Ouais, souvent c'est ça, hein. C'est-à-dire que tout le monde a un charme, quoi, en fait, mais peut-être que non pas l'assurance, justement, de Gigi. Ouais. Bah, c'est pour ça que moi, j'encourage pas, c'est pas mon point, c'est pas sois mignonne, sois belle, attire l'attention parce que t'es bonne. Mon point, il est... crois en ce que tu fais, et de toute façon, si tu crois et que tu arrives à le pitcher et que tu mets des gens dans ton projet et que tu builds des choses, les gens ils croiront en toi aussi. Donc c'est ça que j'ai envie de dire à toutes les nanas, plutôt que de dire oui mais là, c'est dur et il y a pas assez d'investissement. Et moi, ce discours, il me gonfle. Moi, la question que je me pose quand je t'écoute, c'est, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais en France? Parce qu'en fait, je me dis, puisque tout ce que tu racontes là, est-ce que t'es pas juste en train de planter
une graine dans du béton, quoi. Je pense pas. Pourquoi t'es revenu d'ailleurs monter ici, Ouais. Gigi? Pourquoi tu l'as pas monté direct aux US? C'est une bonne question. En fait, c'est marrant parce que quand tu m'écoutes parler, t'as l'impression que je suis très américaine. Ouais. Alors que avant, il y a 2 ans, je n'étais jamais allée aux États-Unis quand même. Donc, je Ah n'ai ouais pas du tout ce truc américain. Moi, j'ai fait 7 ans d'Amérique latine, 2 ans en Asie et après le reste en France. Moi, ce qui m'excite, c'est pas les États-Unis, c'est des endroits avec un mindset de vraiment de grind, tu vois. Et en fait, je suis rentrée en France parce que j'ai commencé la levée de fonds en France et puis j'ai commencé à voir un peu l'écosystème et puis j'avais 31 ans et puis ça faisait 10 ans que j'étais à l'étranger et que j'étais loin de ma famille et je pense que je suis beaucoup rentrée pour des raisons perso. Ouais. Et qu'en fait, je pense que tout bêtement, quand tu montes une boîte, c'est tellement dur que t'as besoin de ground. Je me disais, je veux pas monter cette boîte en Amérique latine parce que je fais du consumer social, ça n'a rien à foutre en Amérique latine, ce sera pas un marché pour lancer. Je me suis dit, en France, j'ai des potes, j'ai ma famille, j'ai une langue que je connais et je pense que je peux rapidement faire partie d'un écosystème. Aux États-Unis, je serais repartie de 0. Et en fait, quand t'es entrepreneur, il faut capitaliser sur ce que t'as, tu vois. Et je me suis dit, c'est la maison, quoi. Donc je suis rentrée et je regrette pas pour 2 raisons, qui est que, j'ai quand même réussi à construire une équipe de gens que j'adore. Et je pense qu'on a fait jusqu'à maintenant des choses top. Et j'en suis hyper fière, tu vois. On a beau dire ce qu'on veut, mais on a mis l'app top 1 devant Tinder. Même si là, on est en train de rebosser sur une version, tu vois, itérative du produit. Mais on a mis plus de 500 000 personnes dans une app en 3-4 mois, ce qui est quand même vachement fort. Je pense que la France est un très bon marché pour tester des produits. D'accord. Surtout dans le monde du dating, c'est quand même le 3e marché de dating, donc c'est top. En revanche, je pense qu'il y a un monde là qui arrive très vite où je serai entre, pour le coup, les États-Unis et la France, parce que le marché aux US, c'est le marché qu'il faut conquérir. Et parce que je pense que c'est intéressant, je le vois plus comme une expérience de vie, tu vois. J'ai vécu en Amérique latine, j'ai vécu en France, Donc et je pense que maintenant, je m'en vais pas, je vais mettre un pied là-bas et je garde un pied ici. Donc je vais faire part-time New York, part-time France, parce que la team va quand même être là. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que les filles viennent un peu aux États-Unis, parce que je pense que elles ont 24 ans, j'ai envie d'aller leur faire passer 3 mois à New York et de voir ce que c'est, tu vois. Donc voilà. Et ton truc, ton business est Et le super business New est York. là-bas. Hein. On a beau, tu vois, là on va relancer l'app. La roadmap, c'est de remettre l'app top 1 en France, mais de toute façon, j'irai pas lever une série A ou si en fait on n'arrive pas à faire comprendre que ce qu'on build, c'est pour le marché global et surtout le marché américain, quoi. Donc non, ça vaut le coup. Il te reste du cash pour ça? Il en reste un peu. Va falloir T'avais aller... levé combien? Je me rappelle. J'avais levé 5. Ouais. 5,5 et Donc, il va falloir faire vite alors. Va falloir faire vite, ouais. Ouais. Va falloir faire vite. Bon, on trouvera des solutions, mais j'ai confiance. Parce que déjà, on a mis l'app top 1 une fois, donc on saura le faire une 2e fois. Et puis là, on a vraiment craqué des trucs intéressants avec de l'IA. Donc je pense que voilà. Mais encore une fois, ce que je dis toujours à la team, c'est I will figure it out. On manquera pas de cash. Je me démerderai. Non, mon but, de toute façon, c'est que cette boîte, elle meurt pas. Donc, whatever it takes, on manquera pas de cash. Comment tu vivrais un échec? Alors déjà, je le vis tous les jours quand même. Parce que là, c'est T'as pas comme l'impression si... d'échouer tous les jours. C'est ça qui va te faire réussir d'ailleurs. J'en sais rien, mais c'est dur. Ouais. C'est dur. Comment je vivrais un échec Pas bien, parce que j'ai un rapport qui est... Si la boîte, elle échoue, mais ça, on en parle vachement avec mon associé. Moi, quand je teste une feature et qu'elle est pas assez bien, je me dis pas, oh tiens, je me dis, je suis une merde, pourquoi je l'ai pas designé comme ça? Pourquoi est-ce que machin? Donc c'est quand t'es ton produit et que t'échoues, je pense que tu le vis pas bien. En revanche, je vais te dire un truc qui m'interpelle vachement ces derniers temps. C'est que, tu vois, mon rôle avant d'être CEO, c'est l'acquisition. Enfin, moi, je suis plus head of growth de cette boîte. Bien sûr que je suis CEO et je m'occupe de tout le reste. Mais ce qui me fascine et ce que je fais la moitié de mon temps, c'est de mettre des utilisateurs dans cette app. Et en fait, je me rends compte que j'adore faire du contenu. Mais pas au sens de j'ai envie d'être une influenceuse, tu vois, pardon. Pourquoi tu parles comme ça? Mais ouais, mais pas j'ai envie d'être connue, c'est pas ça qui m'excite. Ouais. Tu sais, ce qui m'excite, c'est la création. Parce que j'ai l'impression que c'est ma manière à moi de raconter ce que j'ai à raconter au monde d'une manière détournée. Ouais. Ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est qu'on est une génération où t'as un clic, un TikTok. Ouais. D'avoir 1 million de vues. Et tu vois, quand je m'amuse à me faire moi et Gigi qui parle et que là, la semaine dernière, ça fait 1 million de vues, je me dis, je peux raconter des histoires, j'adore. Et surtout, tu crées un podcast, tu le sais, tu prépares ton podcast. Ouais. Puis après, t'as la réalisation du podcast, donc t'as des gens. Après, t'as le montage du podcast, donc comment tu vas façonner ton histoire pour qu'elle résonne plus avec les gens. Et cet élan créateur,
me transcende. Ouais. Et donc je me dis, si cette boîte marche pas, C'est ce que tu vas faire après. j'en sais rien, mais en tout cas je sais que ça unlock ce truc chez moi où je me dis créer, raconter des histoires, créer du contenu, faire passer des messages, créer, j'en sais rien, faire ressentir des émotions. Ça me fascine, c'est une autre manière d'exister. Ouais. Et donc je sais pas si je ferais ça, autre chose, j'ai envie d'écrire un bouquin, j'ai envie de faire plein de choses, mais tu pourrais créer un média. On verra. Là, moi, mon unique. Gigi, ça pourrait être un média. Ça aussi. pourrait être plein de choses. Je dis, ça pourrait être un podcast, ça pourrait être un média, ça pourrait être. Et je pense qu'in fine, la vision de toute façon de cette nana qui dit plein de choses, qui aide les gens à, tu vois, ça peut être plein de choses. Ouais. Ça peut être mon associé, ça peut être je suis fan du hardware. Je me dis, ça pourrait être un truc hardware qui te suit dans tes Bien émotions. sûr. Tu vois, on sait qu'on est sur du AI, tu sais, des tables, des machins, des AI devices. Human AI pin, quoi. Ouais. Qui a pas marché, mais bon. Qui a pas marché, ouais, exactement. Mais ce truc, est-ce qu'il n'y a pas un rapport émotionnel avec la technologie où en fait, ta pote, elle comprend ce qui se passe. Enfin, il y a plein de choses. Je sais pas, t'es dans une soirée, t'as un device ça et ça vibre parce que ça t'explique qu'il y a quelqu'un à côté qui. C'est la running joke dans la boîte, je dis toujours Gigi, il faut qu'il soit un bracelet qui vibre si t'as quelqu'un qui. Mais mon associé me dit, viens, on trouve notre product market fit, on met 10 millions de personnes dans l'app et après on fait du hardware. Et c'est un peu là, voilà. Non, mais je pense que c'est une super idée, hein. C'est un super projet, mais il a raison. Faites d'abord là parce qu'aujourd'hui le device c'est celui-là. Bien sûr, quoi. Bien sûr. Mais je pense que ça peut être plein de choses et je pense que encore une fois il faut faire ce dans quoi t'es excellent. Et je suis pas une star en product, je suis pas une star en tech. En revanche, je sais que je suis top 1% sur du contenu et sur de la growth et sur raconter des histoires et ça il faut trouver une manière d'aller le leverager quoi. Et surtout ça me fascine. Qu'est-ce que j'aime ça. On arrive un petit peu à la fin de ce podcast. J'avais envie en fait avec ce podcast après de pas refaire le même podcast que tu as fait avec qui a fait beaucoup de buzz, etc. Et j'avais envie justement de te laisser parler, te laisser toi presque un droit de réponse à toi-même quoi. Et t'es contente là de notre échange? T'as l'impression d'avoir ça a été beaucoup plus je pense qu'on va avoir moins l'histoire du buzz et des trucs comme ça. Est-ce que t'as l'impression qu'on a parlé à la vraie Clara là Déjà moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais. Je pense que j'ai dit les choses, il y a rien que là tu me dis viens on t'enlève des choses au montage, j'enlève rien. Après tu sais jamais comment les gens vont le prendre et il y a peut-être des choses que j'ai dit dont je me rends même pas compte. Non mais moi je vais travailler ça, c'est mon boulot aussi mais moi je pense que le seul truc qui m'intéresse c'est de montrer que c'est que du vrai et de l'authenticité et que je suis pas là pour aller raconter que je sais tout mieux que tout le monde et que j'ai tout fait mieux que tout le monde, mais plus d'aller dire aux gens trouve ce qui fait que t'es toi et go big on it. Et le deuxième truc, c'est t'endors pas, quoi. Tu sais, c'est Elon Musk qui a tweeté il y a 2 semaines de quel âge t'avais quand tu t'es rendu compte qu'on était dans une simulation. Et c'est marrant parce que tu peux le prendre au figuré ou au propre. Bon, je pense que lui, il pense les deux, mais au figuré, c'est juste qu'en fait, on se laisse un peu mourir dans nos vies. On fait pas les choses qui nous passionnent. On fait pas tu sais, même avec le bad buzz qu'on a fait, les gens, ils étaient là... C'est de l'esclavage de travailler plus de 35 heures. L'esclavage, c'est travailler 35 heures sur un truc que tu détestes. Ouais. Et je pense que, tu vois, je vois ce qui se passe autour. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une vie qui les épanouissent pas, qui sont avec une femme qu'ils aiment pas, qui sont dans un couple où ils kennent pas, qui ont des amis qui les font pas marrer, qui leur envoient pas des reels à la cour toute la journée, qui ont des équipes, enfin, qui font... Et en fait, moi, le seul truc que j'essaye de dire, c'est... on n'a qu'une vie et oui, je suis dans une situation privilégiée où je peux faire ce que je veux et pas forcément ce que je dois faire. Mais il faut un peu d'intentionnalité. On a 80 ans pour en faire un truc qui a du sens. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup de sens à part être toi-même, trouver ce truc qui te transcende et qui te fait te lever le matin. Et je pense que c'est plutôt ça. Et moi, je sais que je suis brute de décoffrage et que je suis très assertive et que je vais dire je vous emmerde tous. Parce que j'ai un rapport qui est extrêmement émotionnel au monde et extrêmement, tu vois, conflictuel. In fine, je suis une meuf bourrée d'insécurité, d'eczéma, d'angoisse, d'existentialisme. Et le truc qui donne du sens à ma vie, c'est d'aller au bureau le matin, de bosser avec l'équipe, d'avoir un projet qui, je pense, peut avoir un impact incroyable. Et si ça marche pas, on aura quand même buildé un truc dans lequel, enfin, tu vois, dont je suis hyper fière et qui nous fait nous lever tous les matins et on sait pourquoi et qui nous fait grandir. Donc, moi, c'est juste ça que j'ai envie d'aller dire. Parfois de manière maladroite, parfois de manière péremptoire. Mais c'est ça, quoi.
Moi, quand je t'ai entendu, je me suis dit, je comprends pas. Je pense que les gens, et on se connaissait pas. Hein. C'est la première fois qu'on se voit. Hein. Ouais. Et je me suis dit, je pense que les gens sont en train de louper quelque chose sur cette fille. C'est ça ce que je me suis dit. Je me suis dit, moi, j'ai peut-être une lecture parce que je suis américain. Enfin, je vis aux États-Unis. Et que tu es dans la tech aussi. Et que je suis dans dans le microcosme. Ouais. Et que je me suis dit, je pense qu'on n'est pas en train de. On est pas en train de lire Clara de la bonne façon. Elle a son style et je comprends son style. Et moi, je pense que ce style-là, il fait du bien parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui disent les choses franchement et qu'on est tous dans ce politiquement correct en permanence en essayant de se dire qui est-ce que je vais froisser oh mon Dieu et au final, c'est nous les avatars. Tu vois ? En fait, je me demande si la personne la personne la plus vraie, en fait, je me demande si Gigi, elle est pas plus vraie que nous-mêmes, quoi, tu vois. Moi, tu sais que ça me fait des frissons que tu dis ça. Parce que, in fine, c'est une métaphore plus qu'autre chose. C'est elle a mis la perruque et maintenant elle peut être elle-même. Parce qu'en fait, personne la reconnaît, personne va la juger, personne, elle s'en fout. Et moi, franchement, ça me foutrait les larmes aux yeux, tu vois. Et je me dis, putain, qu'est-ce que serait la vie si on n'avait pas l'impression d'être regardé ? Qu'est-ce que serait la vie si on n'avait pas l'impression de devoir rentrer dans des règles ? Et je me dis, mettez une perruque. Soyez, non, mets une perruque, comme ça t'as plus peur, justement, que est-ce qu'on va reconnaître Clara et que du coup, en fait, plus personne peut te reconnaître et tu peux enfin être toi-même. Ouais. Parce que t'as plus peur d'être jugé. Ouais. Et ça, ce sera, je pense, mon combat de toute une vie. Et j'ai mis du temps à le trouver. Et peut-être qu'il n'est pas formulé de la bonne manière, mais c'est celui-là qui me hante. Et j'espère que Gigi va terminer dans les mains de beaucoup de personnes et que on commence avec du dating, mais c'est une porte d'entrée. Parce que connecter des gens sur le plan amoureux, c'est le basic need fondamental des humains. Et c'est un truc qui me tient à cœur, mais in fine, c'est la petite voix. C'est toi avec une perruque, quoi. Et j'ai hâte de voir l'humain avec une perruque. Bon, on va tous mettre des perruques. On va tous mettre des perruques. Merci Clara d'être venue dans Off the Record. Ça m'a fait super plaisir. J'avais très envie de discuter avec toi et moi, je suis très heureux de cette conversation. Moi aussi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Off the Record. Je ne sais pas qui sera là, quoi, dans ce fauteuil avec moi, quoi. Tiens, je pose cette question là maintenant à mes invités. À ton avis, qui est-ce que je devrais inviter dans Off the Record ? Qui est-ce que tu aimerais voir, toi ? J'ai un biais. Mais je pense que mon mec. Hugo, ouais. Je pense qu'Hugo. Ouais, ça serait top. Je pense qu'Hugo, c'est intéressant. Et après, moi, j'ai des nanas. Comment il va, Hugo ? Il va très bien. Ça va ? Ouais. Ça fait combien de temps là que vous êtes ensemble là ? C'est 2 ans. Ça fait une affaire c'est un truc qui marche bien, ouais. Qui marche bien. Puis on est vieux, tu sais, à 33, 37 ans, quand tu te maques, tu te connais mieux, tu perds moins de temps, quoi. Ouais. Mais il va très bien, il avait un très beau fond, et moi, ce qui me fascine. Il crée un fond, hein, Hugo, c'est ça ? Ouais, il monte un fond. C'est dur, hein, de monter un fond. C'est très dur. Très, Puis en plus, il est très consumer. Ouais. Consumer, ça fait pas d'argent, soit ça fait beaucoup d'argent, soit ça en fait pas, donc c'est quand même moins sexy que du bitouissas. Moi, ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui, c'est un mec qui, je sais que tu le connais un peu, mais qui comprend tellement l'humain et il arrive à te faire voir ce que toi tu vois même pas chez toi. Très smart. Et je sais qu'il est très drôle surtout, et très smart, mais surtout très très drôle. Mais généralement ça va ensemble. Hein. Souvent ça, pas forcément. Ah hein. bon ? Ah ouais non, Sam Altman il est pas très drôle. Hein. Moi j'ai pitché OpenAI pour lever des fonds, j'étais avec le CEO qui est smart, il est pas très drôle. Non mais les gens drôles sont souvent smart, c'est ça ce que je veux dire. Pour être drôle, il faut quand même. Je suis d'accord. Mais moi, ce que je me dis, c'est que j'aimerais que tous les entrepreneurs aient quelqu'un comme Hugo, que ce soit Hugo ou quelqu'un d'autre, qui fasse du bien dans ta Captable. Et il y en a pas beaucoup. Et tu vois, moi, typiquement, j'ai une Marie Houtier dans ma Captable qui me fait du bien. On se raconte des conneries sur WhatsApp et qu'elle me dit, je t'ai donné de l'argent. Elle t'adore. Je l'adore. Elle m'a envoyé Alors qu'on est 2 styles totalement différents. Non, rien à voir. C'est des gens qui disent toujours, putain, 2 salles, 2 ambiances entre toi et Marie. C'est ça, ouais. Et, mais moi, elle m'inspire sur plein de choses. Et puis, elle est géniale. Et puis surtout, elle me dit, je t'ai donné de l'argent, c'est pour que tu fasses des conneries avec. Donc cette espèce de... Parce qu'en fait, Vas-y. Moi, j'ai très peu de business angel dans ma Captable. Et ça me manque. Parce que c'est tellement dur l'entrepreneuriat qu'en fait, je mets mon masque, pour le coup, pas celui de la perruque, mais celui du vrai masque. Le call avec Sequoia et le call avec OpenAI, où je leur dis, non, mais on craque plein de choses et c'est génial, les trucs. Et puis en fait... à qui tu dis que quand ça va pas très bien, c'est... À personne. À Hugo, un peu. Ouais, Hugo, il connaît. Mais Hugo, c'est le 2e co-founder. Le mec devrait avoir les autres 50% de la boîte, tu vois. Ouais. Mais ouais, Hugo. Et c'est pour ça que
trouver quelqu'un avec qui tu partages ta vie, qui te fait sentir vu, compris, qui care. Sans lui, je pense que je suis pas sûre que ces 2 dernières années d'entrepreneuriat en seraient là où elles en sont. Ça aurait été très dur, je pense. Ouais. Bon, Clara est amoureuse. Clara est très amoureuse. Voilà. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ouais, c'est important. C'est vraiment important. Quant à ça, tout le reste, même si j'aimerais... Parce qu'après, il y a les paroles et les actes, et je passe quand même beaucoup plus de temps au bureau qu'à donner de l'amour à mon mec, on va pas se mentir. Mais je pense que... Ouais, je passe 12 heures de ma journée à builder une app de rencontre, hein, mais putain, quant à ça... Ouais. Oh, la vie a du sens. Il te reste plus qu'à faire un enfant. Hein. Bientôt. C'est programmé ? Alors, on programme pas trop nos vies. Ouais. Mais je pense que c'est le next. Bien sûr, on rêve d'être parents et j'ai hâte de faire un mini démon. Maman, la maîtresse, elle est conne. Oui, je sais. Ma chérie. Je sais, ma pas chérie. trop fort. Non, j'ai hâte et je pense, et tu vois, quand je vois mon associé qui a 3 gamins et que je le vois jongler entre les 3 gamins, la boîte, coder, faire tu vois, shipper à 1h du mat, se lever parce que son gamin de 2 ans se réveille à 5h, ça me fascine et ça me fait peur. Autant tu me dis, il faut aller lever 20 millions demain, je te dis, allez, vas-y, j'y vais. Ouais. Tu me dis, il faut faire un enfant, ça fait peur et en même temps, j'ai trop hâte. Ouais. Oh et puis surtout, n'attends pas comme tu dis, de faire ma prochaine levée ou des trucs comme ça. Je pense que tu peux y arriver en même temps. Hein. T'as vu le niveau d'énergie que tu as, il y a aucun problème. Tu vas pouvoir gérer. Ça va être difficile, hein. Je te dis pas le contraire. Mais moi, j'en avais parlé sur le podcast d'Harold. J'étais tombée enceinte l'année dernière. Et je faisais 15 micro-siestes par jour. Hein. J'étais plus la CEO patate que je suis aujourd'hui. Donc non, je pense qu'il faut... Il y a des nanas, je pense que ça fait pas forcément de différence. Moi, je l'ai déjà vécu. Si on a besoin de toute mon énergie pour que là, la boîte réussisse, c'est sûr que demain, je tombe enceinte, ce serait plus compliqué. Après, est-ce qu'on n'y arriverait pas ? Non, mais t'as beau dire ce que tu veux. Hein, t'es enceinte, t'es pas en mode... Et d'ailleurs, j'ai pas envie de jouer ce rôle de... Je m'en fous, je peux être enceinte, lever 20 millions. Marie, elle en parle vachement parce qu'elle, pour le coup, elle a fait ça lever enceinte. Elle a fait ça, ouais. Mais moi, j'ai aucune honte à dire. En fait, les gars, moi, je sais que mon énergie, c'est mon super pouvoir, machin. Je suis déjà tombée enceinte. Je suis devenue un truc tout le temps fatigué. Et en même temps, j'assume vachement. Et quand je serai enceinte, j'ai un associé d'ailleurs. Ouais, et je lui dirais, tu prends les rênes, tu te démerdes. Et je ferai des apparitions et je ferai mon rôle. Ouais. Mais je serai pas la Clara que je suis aujourd'hui et c'est pas grave. Mais je veux pas jouer le rôle de la super woman, je peux tout faire, pas du tout. D'accord. Ça m'intéresse pas. Bon, voilà. Okay. Bonne chance, Clara. Merci. Il te reste plein de choses à faire et je pense que t'es bien parti pour... Je pense que la chance n'aide pas beaucoup et que c'est beaucoup de travail. Surtout. Oui, mais il en faut un petit peu. Tu crois ? Ça sert aussi. On peut la provoquer, il paraît. Ouais, on peut la provoquer et puis c'est surtout une question de timing et je pense que... On est bien en timing. Vous êtes bien dans le timing. On est bien. C'est le bon moment. Et puis il y a un petit facteur chance, mais effectivement, ce facteur chance, je pense que tu vas savoir aller le chercher. On ira le chercher. Et on va inviter Hugo donc dans Off the Record pour qu'il nous donne lui l'autre côté de la pièce. Qu'est-ce que c'est que de vivre avec Clara Crombert ? On va vérifier si vraiment lui aussi il est ok pour faire un enfant quoi en fait. Non, il en meurt d'envie, mais est-ce que c'est difficile de... Ouais, je suis pas facile tous les jours, on va pas se mentir. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Mais c'est ça qui te rend intéressante aussi. Quoi. Ouais. En tout cas, on n'est pas indifférents en fait. Voilà. Bon, on vous donne rendez-vous au prochain numéro d'Off the Record. Pensez à vous abonner à la chaîne Silicon Carnet. Vous appuyez sur abonnez-vous, c'est vachement important pour l'algorithme. Hein. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bye bye. Salut Clara.